La décision la plus bruyante n'a pas toujours le son d'une explosion. Elle peut surgir dans le silence d'une frontière qui se ferme. Après une tentative de coup d'État avorté, le Burkina Faso suspend toutes les activités touristiques pour 3 mois, traitant ce canal civil comme un risque plutôt que comme une routine économique. Que dit ce geste sur la menace perçue par le pouvoir d'Ibrahim Traoré et sur la confiance accordée aux flux ordinaires venus de l'extérieur? Quand un État accepte un coup immédiat pour reprendre le contrôle, chaque entrée devient un signal. Ce qui suit n'est pas un simple récit de fermeture administrative, mais l'analyse d'un basculement stratégique. La suspension du tourisme pendant 3 mois n'est pas présentée par les autorités comme une réponse émotionnelle, ni comme une sanction économique déguisée, mais comme un choix hiérarchisé où la sécurité précède toute autre considération. L'enjeu central est clair, comprendre comment un État redéfinit la frontière entre ouverture et vulnérabilité lorsqu'il estime que des canaux civils ont été exploités à des fins de déstabilisation. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette décision engage plus qu'un secteur. Elle touche la crédibilité du pouvoir, la stabilité institutionnelle et la capacité de l'État à prévenir plutôt qu'à réparer. Le bénéfice attendu pour le public est simple. Disposer de clés de lecture pour distinguer une parenthèse sécuritaire d'un changement durable de doctrine, car ce qui est en jeu dépasse les hôtels fermés ou les vols annulés. Il s'agit de savoir jusqu'où un régime peut aller pour se protéger sans transformer l'exception en norme et comment ce choix reconfigure durablement les rapports entre l'État, l'économie et les citoyens. 3 mois. C'est la durée annoncée de la suspension, mais aussi le premier indice d'un calcul précis. Pour le pouvoir, ce délai correspond au temps jugé nécessaire pour exploiter des enquêtes en cours et réexaminer des flux considérés jusque-là comme ordinaires. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la décision est lue non comme une fermeture improvisée, mais comme un basculement préventif assumé. La mini-révélation tient dans ce déplacement de regard. Le tourisme n'est plus vu comme un secteur périphérique, économique ou culturel, mais comme un canal civil qui aurait pu être utilisé à des fins politiques ou sécuritaires. Les autorités expliquent que certains individus seraient entrés légalement à des périodes différentes, sans coordination visible au départ. Ce sont les recoupements ultérieurs, déplacements, communications, réseaux qui auraient transformé des séjours banals en éléments d'un schéma plus large. Dans ce cadre, maintenir un régime touristique normal pendant l'enquête est présenté comme un risque supplémentaire. Le raisonnement est simple. Tant que les procédures ne sont pas revues, chaque entrée constitue une variable non maîtrisée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la priorité affichée devient alors la prévention, même au prix d'un coût économique immédiat. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans le Sahel, plusieurs États expriment une méfiance croissante envers les flux civils, les organisations et les formes d'intervention indirecte. La tentative de coup d'État manqué est ainsi interprétée comme le symptôme d'une stratégie plus diffuse, utilisant précisément des espaces peu soupçonnés. Ce cadrage transforme l'événement. Il ne s'agit plus d'un incident isolé, mais d'un signal intégré à une dynamique de sécurité plus large. En suspendant le tourisme, le pouvoir affirme qu'il préfère interrompre un flux visible plutôt que de laisser subsister une faille perçue comme exploitable. La question devient alors centrale pour le public. Cette pause est-elle un simple temps d'enquête ou le premier acte d'une redéfinition durable de l'ouverture du pays sous Ibrahim Traoré? L'acteur central de cette séquence n'est pas une personne isolée, mais l'État lui-même, agissant comme filtre et arbitre. La suspension du tourisme matérialise une prise de contrôle immédiate sur un espace jusque-là routinier. Là où les procédures doivent reposer sur des contrôles administratifs standards et une présomption de bonne foi, s'installe désormais une logique d'examen renforcée. Ce changement s'observe d'abord dans les effets concrets, rapides, presque mécaniques. Les déplacements touristiques sont interrompus sans distinction. Vols, agences, circuits organisés et activités assimilées sont mis en pause simultanément. L'absence d'exemption sectorielle est revendiquée comme un gage de cohérence. Aucune faille ne doit subsister pendant la période d'enquête. Cette homogénéité produit un choc immédiat sur la chaîne touristique, dont les acteurs n'ont aucun lien direct avec les questions de sécurité.
Un premier microcas illustre ce basculement. Pour les étrangers déjà présents sur le territoire, les sorties ne sont plus automatiques. Chaque situation est évaluée individuellement afin de distinguer les séjours jugés légitimes de ceux considérés comme potentiellement problématiques. Une politique migratoire ordinaire devient ainsi un dispositif de filtrage sécuritaire, discret mais systématique. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, ce choix est présenté comme transitoire. Il s'agit, selon le discours officiel, de créer une fenêtre de temps permettant aux services de sécurité de revoir les procédures sans la pression d'un flux continu. En clair, en période de menace perçue, la continuité économique cède la place à la maîtrise du risque, même lorsque les conséquences sont immédiates et visibles. Le déclencheur officiel est une tentative de coup d'État manqué, décrite par les autorités comme suffisamment sérieuse pour remettre en cause des routines établies. À partir de cet instant, la lecture sécuritaire change de niveau, ce qui était auparavant traité comme un incident circonscrit est requalifié en signal d'alerte. Les premiers éléments évoqués publiquement font état d'arrestation, d'analyse de communication et de recoupement de déplacements sans que l'ensemble du tableau ne soit rendu public. Cette opacité partielle alimente l'idée que la menace perçue dépasse ce qui peut être exposé immédiatement. La bascule intervient lorsque le pouvoir affirme que certains individus seraient entrés séparément à des périodes différentes sans coordination visible. Pris isolément, ces mouvements ne suscitaient pas de soupçons particuliers. Ce sont les données croisées, collectées dans le temps, qui auraient fait apparaître des schémas. Cette interprétation transforme l'épisode. Il n'est plus question d'un acte improvisé, mais d'une tentative préparée, financée et influencée de l'extérieur, exploitant précisément la prévisibilité des circuits civils. C'est à ce moment que la décision de suspendre le tourisme prend forme. Maintenir un flux touristique normal pendant une phase d'enquête intensive est présenté comme une prise de risque inutile. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la logique affichée est celle d'un arrêt ciblé, limité dans le temps, mais suffisamment large pour éliminer toute zone grise. La mesure est annoncée comme temporaire, mais assumée, avec un objectif clair, donner aux services de sécurité l'espace nécessaire pour revoir les procédures, filtrer les entrées passées et réévaluer les mécanismes de contrôle. L'onde de choc est immédiate. La chaîne touristique se fige presque instantanément. Réservations annulées, déplacements interrompus, activités suspendues, des milliers de situations individuelles se retrouvent en attente. Les autorités reconnaissent ce coût économique, mais le présentent comme un sacrifice mesurable face à ce qui est décrit comme un risque systémique pour l'État. Dans cette hiérarchie, la perte de revenus sur une période définie est jugée réversible, tandis qu'un nouvel échec sécuritaire serait irréversible. Sur le plan politique, la décision redéfinit la posture de l'État. Elle envoie un signal clair à l'intérieur comme à l'extérieur. En période de menace, l'ouverture sans filtre n'est plus considérée comme une option viable. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette séquence est intégrée à un récit plus large de fermeté et de prévention. Le pouvoir affirme privilégier l'initiative à court terme plutôt que la réparation après coup, même si cela implique de frapper un secteur entier pour des faits attribués à un nombre limité d'individus. Cette ligne des événements révèle ainsi un enchaînement cohérent du point de vue officiel, un déclencheur sécuritaire, une relecture des canaux civils, puis une mesure radicale aux effets étendus. Elle prépare aussi la question suivante, déjà latente. Comment ce choix exceptionnel sera-t-il justifié, mesuré et évalué une fois la période de 3 mois écoulée ? Avant la décision, le régime touristique reposait sur un principe simple. Des entrées régulières, des contrôles administratifs standards et une présomption de bonne foi accordée aux visiteurs civils. Après, ce même cadre est requalifié comme insuffisant face à une menace jugée plus complexe et plus dissimulée. Ce passage du régime de base au changement constitue le cœur de l'argumentation officielle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la suspension pour 3 mois est présentée comme une variable mesurée, choisie pour transformer des procédures sans installer une fermeture permanente. Le premier élément de preuve avancé est procédural. Avant, l'entrée sur le territoire s'appuyait principalement sur des documents formels et des contrôles ponctuels. Après la tentative de coup d'État manqué, les autorités estiment que cette architecture crée des angles morts.
Le changement annoncé consiste à introduire des vérifications croisées plus approfondies, reliant immigration, services de renseignement et contrôle administratif. La durée limitée sert ici d'outil. Elle donne le temps d'observer, de recouper et d'ajuster sans la pression d'un flux continu. Le second élément concerne la nature même des flux. Le pouvoir insiste sur le caractère fragmenté des arrivées suspectes évoquées. Il ne s'agirait ni d'un afflux massif ni d'une opération visible, mais d'entrées espacées dans le temps, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller de soupçons immédiats. Ce constat modifie la lecture quantitative. Ce n'est pas le volume qui est jugé problématique, mais la structure et la prévisibilité du canal. Dans ce cadre, maintenir un tourisme normal est assimilé à une exposition prolongée au risque. Un troisième élément réside dans la comparaison coût-bénéfice mise en avant par les autorités. La perte économique liée à l'arrêt du tourisme est reconnue comme immédiate et tangible. En revanche, elle est décrite comme temporaire et réversible. A l'inverse, l'échec sécuritaire est présenté comme systémique et irréversible. Cette asymétrie sert de justification rationnelle. Accepter un coût mesurable maintenant pour réduire une vulnérabilité perçue comme existentielle. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette logique est répétée comme un principe directeur. Enfin, la durée de 3 mois fonctionne comme indicateur d'intention. Elle est suffisamment longue pour permettre une enquête approfondie et une refonte des protocoles, mais suffisamment bornée pour être défendue comme exceptionnelle. Le pouvoir affirme que ce délai correspond à un cycle d'évaluation. Examiner les entrées passées, tester de nouveaux mécanismes et établir un bilan. La question n'est donc pas seulement pourquoi fermer, mais comment mesurer la sortie. Ces éléments quantitatifs et procéduraux ne prétendent pas éliminer tout risque. Ils visent à réduire ce que les autorités décrivent comme des angles morts. Pour le public, le point clé devient alors celui-ci. Les changements annoncés à l'issue de ces 3 mois permettront-ils réellement de justifier le coût assumé et de distinguer une pause stratégique d'un durcissement durable sous Ibrahim Traoré? Les critiques de la suspension du tourisme s'articulent autour de 2 arguments principaux, formulés même par des observateurs qui reconnaissent la gravité du contexte sécuritaire. Le premier concerne l'efficacité réelle de la mesure. Selon cette lecture, interrompre totalement un canal civil visible n'élimine pas nécessairement les risques. Des réseaux déterminés, rappelle-t-il, ne dépendent pas exclusivement de circuits touristiques formels et peuvent s'adapter rapidement à des restrictions annoncées publiquement. Dans cette perspective, l'arrêt du tourisme toucherait surtout des visiteurs ordinaires et des acteurs économiques locaux, sans garantie d'un gain sécuritaire proportionnel. Le second argument porte sur le précédent créé. Suspendre un secteur entier sur la base d'enquêtes encore en cours pourrait normaliser des mesures d'exception. La frontière entre sécurité temporaire et restriction durable risquerait alors de devenir floue, surtout si les résultats des investigations restent partiels ou difficilement vérifiables de l'extérieur. À long terme, cette logique pourrait nuire à l'image du pays, compliquer la reprise et installer une méfiance structurelle envers les flux étrangers au-delà de la période annoncée. La réponse officielle s'efforce de prendre ces critiques au sérieux. Le pouvoir affirme d'abord que la mesure n'est pas présentée comme parfaite, mais comme un outil de réduction du risque pendant une phase d'enquête active. L'objectif n'est pas d'ériger une barrière étanche, mais de fermer temporairement une faille perçue comme exploitée. Dans ce cadre, frapper un secteur entier est décrit non comme une sanction, mais comme une manière d'éviter toute zone d'exception qui pourrait être contournée. Ensuite, l'argument du précédent est contré par l'insistance sur la durée bornée et sur la promesse d'un bilan. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, les autorités répètent que ces 3 mois doivent déboucher sur des ajustements mesurables, nouveaux protocoles, meilleure coordination et critères plus fins d'évaluation des entrées. La légitimité de la décision est ainsi renvoyée aux résultats concrets plutôt qu'aux intentions déclarées. Ce face-à-face d'arguments révèle une tension persistante. D'un côté, la crainte d'un glissement durable vers l'exception, de l'autre, la conviction qu'en situation de menace perçue, ne rien interrompre serait plus risqué encore. La suite du processus, plus que la décision elle-même, devient alors l'arbitre central. Ce point médian
marque un déplacement décisif du récit officiel. La suspension du tourisme n'est plus décrite comme une simple réponse à un événement précis, mais comme un levier pour transformer durablement l'architecture de contrôle. Le pouvoir affirme que l'enjeu n'est pas d'empêcher toute entrée, mais de cesser de traiter les flux civils comme homogènes et prévisibles. Dans cette lecture, la pause devient un outil de réapprentissage institutionnel. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le message est répété. La sécurité est pensée comme un préalable à toute normalisation. Les autorités expliquent que les 3 mois doivent servir à reconstruire des protocoles, à renforcer la coordination entre immigration, renseignement et administration, et à intégrer des critères d'analyse plus fins des schémas de déplacement. Ce qui change, ce n'est pas seulement le niveau de contrôle, mais la logique qui le sous-tend. Ce renversement éclaire la décision sous un angle nouveau. Le tourisme, longtemps associé à l'échange et à l'ouverture, est requalifié comme un espace de risque potentiel lorsqu'il est exploité de manière détournée. La fermeture temporaire agit alors comme un signal. L'État accepte un coût immédiat pour reprendre l'initiative. La question clé se précise à ce stade. Si la porte se ferme pour corriger une faille, que faudra-t-il démontrer pour la rouvrir sans recréer la même vulnérabilité sous Ibrahim Traoré? Pour l'État, la suspension du tourisme fonctionne d'abord comme une démonstration de capacité d'action. En interrompant un canal jugé vulnérable, le pouvoir affirme qu'il peut imposer des décisions coûteuses au nom de la souveraineté et de la prévention. Cette posture renforce une image de fermeté. La stabilité du régime est traitée comme un impératif non négociable. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence devient aussi un test de cohérence, car la crédibilité de la décision dépendra des résultats visibles de l'enquête et des ajustements annoncés à l'issue des 3 mois. Pour les acteurs économiques liés au tourisme, l'impact est direct et brutal. Hôteliers, guides, chauffeurs, agences et petites entreprises locales voient leurs revenus s'interrompre presque du jour au lendemain. Beaucoup se retrouvent dans une attente forcée, dépendante de décisions sécuritaires sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Le discours officiel reconnaît cette fragilité, mais la présente comme un coût temporaire et mesurable. Dans les faits, cette interruption pèse sur un tissu économique déjà exposé à l'instabilité régionale, sans mécanisme de compensation clairement détaillé. Du côté des citoyens, les réactions sont contrastées. Une partie de la population soutient la mesure, estimant que la protection collective et la prévention d'un nouvel échec institutionnel doivent primer sur les considérations économiques immédiates. D'autres expriment leurs inquiétudes face aux conséquences sur l'emploi, les revenus familiaux et la vie quotidienne, notamment dans les zones où le tourisme constituait une source essentielle de subsistance. Cette division ne se traduit pas nécessairement par une opposition frontale, mais par une tension latente entre sécurité et survie économique. À l'échelle régionale, la décision s'inscrit dans une tendance plus large. Dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, plusieurs gouvernements manifestent une méfiance croissante envers les flux étrangers et les canaux civils. La suspension du tourisme au Burkina Faso peut ainsi être lue comme un signal adressé à l'extérieur, mais aussi comme un précédent susceptible d'influencer des choix similaires ailleurs. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette posture contribue à une reconfiguration des pratiques de contrôle et des perceptions régionales. Ces conséquences dessinent un paysage complexe. La mesure n'est ni purement sécuritaire, ni uniquement économique. Elle redistribue les priorités, expose des vulnérabilités et crée des attentes. La question centrale demeure: les bénéfices annoncés pour la stabilité et la prévention compenseront-ils durablement les coûts assumés par l'État, l'économie et la société sous Ibrahim Traoré? Le premier scénario, présenté comme le plus stable, est celui d'une reprise contrôlée. À l'issue des 3 mois, les autorités annoncent des protocoles révisés, une coordination renforcée entre administrations et un filtrage plus fin des entrées. Le tourisme reprend progressivement sous des conditions plus strictes, mais sans rupture durable avec l'ouverture antérieure. Dans cette trajectoire, la suspension est relue comme une parenthèse sécuritaire coûteuse mais contenue, intégrée à un récit de reprise du contrôle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce scénario permettrait de défendre l'argument d'une prévention réussie. Le deuxième scénario
est celui d'une prolongation ou d'un ajustement successif. Les enquêtes se poursuivent, de nouvelles menaces sont évoquées ou les résultats restent partiels. La suspension est alors étendue ou réintroduite par étapes sans être formellement qualifiée de permanente. Cette option entretient une zone grise. L'exception demeure bornée dans le discours mais s'installe dans la durée. Pour les acteurs économiques et les citoyens, l'incertitude devient structurelle, rendant toute planification difficile. Le troisième scénario est celui d'un précédent durable. La fermeture du canal touristique cesse d'être un événement ponctuel pour devenir une référence dans la gouvernance sécuritaire. Les flux civils sont durablement requalifiés comme des espaces de risque et les mesures exceptionnelles s'intègrent à la norme. Cette trajectoire aurait des effets cumulatifs sur l'économie, l'image du pays et les relations régionales. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, elle marquerait un changement plus profond de doctrine, au-delà du seul épisode de la tentative de coup d'État. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Plutôt que de se focaliser sur les déclarations initiales, il convient d'observer les actes concrets, la durée réelle de la suspension, les conditions précises de la reprise et les changements structurels annoncés. Ce sont ces éléments, plus que les intentions proclamées, qui permettront de juger si la décision relève d'une gestion de crise ponctuelle ou d'un basculement durable dans la manière de gouverner sous Ibrahim Traoré. Pour le public, cette décision dépasse le cadre d'un débat institutionnel ou sécuritaire. Elle affecte des trajectoires individuelles, des attentes sociales et la manière dont chacun perçoit le rôle de l'État en période d'incertitude. Pour ceux qui dépendent directement ou indirectement du tourisme, la suspension se traduit par une rupture brutale. Perte de revenus, projets gelés, incertitude prolongée. Cette réalité nourrit un sentiment de vulnérabilité, même chez ceux qui reconnaissent la gravité du contexte sécuritaire. Pour d'autres citoyens, la mesure est interprétée comme un signe de fermeté nécessaire. Elle alimente l'idée que l'État doit parfois imposer des décisions impopulaires pour préserver la stabilité collective. Dans cette lecture, accepter un coût économique immédiat est perçu comme un acte de responsabilité face à une menace jugée existentielle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette posture renforce une attente, celle d'un pouvoir capable d'agir vite et de privilégier la prévention plutôt que la réaction tardive. Un troisième regard, plus ambivalent, émerge également. Il interroge la capacité des citoyens à accompagner des mesures d'exception sans perdre de vue leurs conséquences à long terme. La suspension du tourisme devient alors un test de confiance. Jusqu'où accepter une restriction collective lorsque les informations disponibles restent partielles et que les enquêtes fondantes sont en cours? Comment évaluer une décision lorsque ces justifications reposent sur des risques difficiles à vérifier de l'extérieur? Pour le spectateur ou le lecteur, l'enjeu est moins de trancher immédiatement que d'observer. Regarder les actes plus que les discours, les échéances, plus que les intentions. Suivre ce dossier, c'est apprendre à lire les signaux faibles, la manière dont les autorités communiquent, ajustent ou prolongent les mesures. Dans ce cadre, la suspension du tourisme agit comme un révélateur des rapports entre sécurité, économie et confiance citoyenne sous Ibrahim Traoré. La feuille de route avancée par les autorités repose sur une logique graduelle, structurée autour de la période de 3 mois. La première étape consiste à finaliser les enquêtes en cours. Les services de sécurité sont chargés de consolider les informations recueillies, de recouper les données de déplacement et d'identifier les schémas jugés atypiques. L'objectif affiché est de transformer des soupçons fragmentés en diagnostics exploitables, sans étendre indéfiniment la phase d'exception. La deuxième étape concerne la refonte des procédures. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, le pouvoir évoque un renforcement de la coordination entre immigration, renseignement et administration civile. Les entrées futures ne devraient plus reposer uniquement sur des documents formels, mais sur des vérifications croisées et des critères d'évaluation plus fins. Cette réorganisation vise à réduire les angles morts identifiés sans bloquer durablement les flux. La troisième étape est celle de l'évaluation. La durée annoncée fonctionne comme un repère politique. Au terme des 3 mois, un bilan est attendu. Il doit permettre de juger si les nouveaux protocoles sont opérationnels et si le niveau de risque perçu a diminué.
La réussite n'est pas définie par l'absence totale de menaces, mais par la capacité à démontrer une réduction mesurable de la vulnérabilité. Enfin, la sortie de crise dépendra de la crédibilité de ce processus. Une reprise du tourisme, même partielle, devra s'accompagner d'explications claires sur les changements opérés. A l'inverse, une prolongation devra être justifiée par des éléments précis. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette séquence engage la responsabilité du pouvoir. Montrer que l'exception est gouvernée, bornée et évaluée, et non installée par défaut. Le motif qui traverse toute cette séquence est celui de la pause imposée. Au départ, s'il y a eu un silence, une suspension soudaine qui a surpris par son ampleur. Avec le temps, cette fermeture a pris un sens plus précis, celui d'un État qui estime avoir frôlé un basculement et qui choisit d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Cette image de la porte qui se ferme n'est pas seulement symbolique, elle renvoie à des décisions concrètes, à des coûts assumés et à une vigilance accrue. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette pause devient un marqueur politique. Elle n'est pas présentée comme une victoire ni comme une solution définitive, mais comme un choix assumé face à l'incertitude. Elle parle autant à ceux qui soutiennent une ligne de fermeté qu'à ceux qui redoutent les conséquences économiques et sociales à long terme. Dans les deux cas, elle révèle une même tension. Comment protéger sans étouffer? Comment prévenir sans figer? En revenant au point de départ, une idée s'impose. Lorsque la sécurité est perçue comme menacée, les gestes les plus significatifs ne sont pas toujours les plus spectaculaires, parfois ils prennent la forme d'une interruption volontaire, lourde de sens et de responsabilité, appelée à rester comme une référence sous Ibrahim Traoré. La suspension du tourisme au Burkina Faso ne se réduit pas à une mesure technique ni à un épisode conjoncturel. Elle agit comme un miroir tendu à une société confrontée à une question plus large. Comment lire les décisions prises au nom de la sécurité lorsque les informations restent partielles et les enquêtes en cours? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce moment invite moins à un jugement immédiat qu'à une vigilance continue. Pour le public, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, suivre cette situation signifie observer des indicateurs concrets. La durée réelle de la suspension, les conditions précises de la reprise, les changements structurels annoncés ou mis en œuvre diront plus que les discours initiaux. Ils permettront de distinguer une parenthèse stratégique d'un durcissement durable, une gestion de crise d'un changement de doctrine. Cette réflexion dépasse un seul cas national. Elle concerne toutes les sociétés où les canaux civils, longtemps associés à l'échange et à l'ouverture, sont désormais relus à travers un prisme sécuritaire. La question reste ouverte. Jusqu'où un État peut-il aller pour se protéger sans transformer l'exception en règle, et comment les citoyens doivent-ils accompagner, questionner ou contester ces choix lorsqu'ils redessinent durablement la frontière entre ouverture et contrôle sous Ibrahim Traoré?